Mai 1913. Le chef de la police berlinoise est inquiet. Monsieur le préfet de police? Oui. Les monarques les plus puissants du monde sont venus à Berlin pour le mariage de la fille de l'empereur allemand. Regardez, absolument personne ne doit pouvoir passer. Ce serait une vraie catastrophe. Pour Guillaume II, ce doit être une grande fête de la paix. Mais de noirs nuages s'accumulent déjà dans le ciel serein. Tenez, Majesté, de la police de Saint-Pétersbourg. Un terroriste? À Berlin? Ce sera la guerre. La princesse Victoria Louise est la plus jeune enfant de Guillaume II. Depuis toute petite, elle est rompue aux usages de la monarchie. Dans la famille Hohenzollern, elle était surnommée Sissi, comme l'impératrice d'Autriche. Elle ressemblait beaucoup à son père, le Kaiser. Elle était très dégourdie, énergique, et ne mâchait pas ses mots. Sissi est la seule fille de l'empereur et son enfant préféré. Il ne lui laisse aucun doute sur la place qu'il attend au sein de la haute noblesse européenne. Pour une petite princesse prussienne comme moi, les rois, reines, tsars et grands-ducs étaient tout simplement mes oncles, tantes et cousins. En fait, une grande famille. À 20 ans, il est grand temps pour Victoria Louise de trouver un mari. Mai 1912, dans les jardins du château de Sans Souci. Notre famille était en proie à une légère excitation alors que nous attendions le prince de Hanovre. Ah, le voilà. Soyez le bienvenu à Sans Souci. L'invité de la famille impériale est le prince Ernest Auguste de Hanovre, membre de la dynastie des Welf. Ses ancêtres étaient rois de Hanovre et alliés de la Prusse, il y a de cela bien longtemps. C'est pour moi un grand honneur, Votre Majesté. Si vous voulez bien vous asseoir. Pardon. Bien. Pour Ernest Auguste, cette visite chez l'empereur est une rude épreuve. En effet, sa famille est brouillée avec la Prusse depuis qu'Otto von Bismarck a entrepris 50 ans plus tôt d'unifier par la force l'Empire allemand. Les Prussiens ont vaincu en 3 guerres le Danemark, l'Autriche et la France. En outre, ils ont annexé le royaume de Hanovre. Les Welf ont dû abandonner leur château. Le prince Ernest Auguste a toujours vécu en exil. Ernest Auguste était silencieux et mal à l'aise. L'ambiance était si froide et solennelle. Si. Ernest Auguste est dans la cavalerie. Montre-lui donc les photos de tes chevaux. Bien sûr, père, excellente idée. Celui-ci est mon premier poney. Il s'appelait Brownie. Brownie. Père n'aime pas monter par mauvais temps. Mais moi, j'étais toujours partante. Alors il me suffisait de lui dire « Regarde, père, nous pouvons sortir. C'est tout sec dehors. » Nous nous sommes souvent retrouvés à monter sous une pluie battante. Le prince Ernest Auguste était resplendissant. Quels beaux yeux. Pour moi, ce fut le coup de foudre. J'étais tout feu, tout flamme. L'empereur ne pense pas seulement au bonheur de sa fille. Il espère pouvoir tirer profit d'une alliance avec les Welf.
Il avait clairement des visées politiques. C'était sa seule et unique fille, et il s'était fait la promesse de ne pas la laisser partir comme ça, avec un prince étranger, dans un autre pays. Il comptait se servir d'elle pour représenter l'Empire allemand et symboliser son unité. Guillaume II a besoin de l'unité de l'Empire pour atteindre son objectif. Faire de l'Allemagne une grande puissance économique, politique et militaire, reconnue sur la scène internationale. L'Allemagne était un pays extrêmement prospère qui surpassait tous ses voisins, y compris l'Angleterre. Elle s'est imposée en Europe après la fondation de l'Empire et surtout sous le règne de Guillaume II. Guillaume de Prusse est âgé de 53 ans et empereur depuis 24 ans. Sa politique est à l'image de sa personne, mue par la volonté de gloire et d'honneur. Il endosse sans cesse de nouveaux rôles et de nouveaux uniformes. Seul son regard ne change pas. Il avait 400 uniformes. Il se faisait toujours prendre en photo comme ceci. Un bras en avant, l'autre en retrait, avec sa célèbre moustache. Quand des gens le rencontraient, ils étaient étonnés de voir qu'il n'était ni si grand ni si mince. Au contraire, il était plutôt petit et trapu. Il avait les yeux légèrement exorbités et parlait d'une voix affectée. En fait, il n'était pas sûr de lui. Donc, il était très important pour lui de poser et de parader. Le Kaiser saisit la moindre occasion pour se mettre en scène. Il mêle sans cesse la politique et le spectacle. Mais dans les arrière-cours de l'Empire, nulle trace du faste monarchique. Les ouvriers sont exclus de l'essor industriel. Ils vivent dans des quartiers miséreux, sans aucune perspective. Nombreux sont ceux qui n'acceptent plus leurs conditions. Il y avait d'énormes mouvements sociaux. Dans un pays en plein essor industriel comme l'était l'Allemagne, les travailleurs migraient vers les villes. Dans les grandes agglomérations urbaines, ils se rassemblaient derrière les socialistes et les syndicats. C'était un phénomène massif qui conduisait à des débordements. Donc une colère terrible grondait derrière la jolie façade du mariage princier. Dans les rues de Berlin, le peuple réclame du pain et le droit de vote. Il s'élève contre l'autorité. La sécurité de la capitale est sous la responsabilité du chef de la police prussienne. Monsieur le préfet de police? Oui. Traugott von Jagow est à la tête de l'appareil policier le plus moderne du monde. Il traite les manifestants à sa manière. Montrez-moi cela. Les rues sont réservées uniquement à la circulation. En cas de résistance ou d'opposition à l'autorité de l'État, il sera fait usage des armes. C'est parfait. Qu'on la placarde sur tous les arbres et les colonnes publicitaires. À vos ordres. Bien. Calme, ordre et discipline. Mais l'intervention énergique des autorités provoque une riposte. Depuis des décennies, les dynasties régnantes d'Europe sont dans le collimateur des terroristes. À Lisbonne, une bande de conjurés a attaqué la famille royale. Le roi Charles et le prince héritier Philippe ont été abattus. Je n'oublierai jamais ce que disait mon père. Nous sommes tous sur la liste noire.
Plusieurs attentats ont été commis contre des monarques et certains ont atteint leur cible. Je pense à l'impératrice Élisabeth d'Autriche qui a été poignardée au bord du lac Léman ou à la famille royale portugaise qui a été attaquée. La situation est tout aussi explosive sur le plan de la politique extérieure. Les gouvernements européens parlent de paix, mais ils se réarment à grande vitesse. Tout le monde s'épie. À partir de 1911, l'Europe est quasiment en état de guerre. On est au bord du conflit. On le sent partout. En Angleterre, le gouvernement a organisé une réunion secrète pour décider de ce qu'il devait faire en cas de conflit. En Allemagne, un conseil de guerre s'est tenu pratiquement au même moment à Berlin. L'empereur a dit qu'une guerre aurait très certainement lieu. C'était un peu plus d'un an avant qu'elle n'éclate. L'Europe est divisée en deux camps. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie font face à la Grande-Bretagne, la Russie et la France. Le Kaiser se sent cerné par des puissances ennemies et par sa propre famille. Le tsar Nicolas de Russie et le roi Georges d'Angleterre sont en effet ses cousins. Georges V et Nicolas II étaient alliés. Non seulement ils avaient l'air de vrais jumeaux, mais ils s'étaient coalisés avec la France. Et ils étaient les adversaires de l'Allemagne. Adversaire et néanmoins parent. Guillaume II voit en ses cousins la clé pour rompre son encerclement. Le prétexte pour une réunion familiale est tout trouvé. En février 1913, au château de Karlsruhe, Ernest Auguste de Hanovre demande la main de Victoria Louise de Prusse. Après d'âpres négociations, les familles sont parvenues à s'accorder. Mariage à la cour impériale. La nouvelle fait le tour du monde. C'est l'événement de la saison, une variation de Roméo et Juliette qui se finit bien. Il s'agissait de Sissi, la plus jeune enfant de l'empereur, et son unique fille. Donc c'était un mariage extrêmement important. Et tout le monde est venu de partout pour y assister. Berlin est la ville la plus moderne d'Europe. Depuis la fondation de l'Empire il y a un peu plus de 40 ans, le nombre de ses habitants a triplé. Au cœur de la métropole se dresse la scène où doit se jouer la cérémonie de réconciliation. Le château de Berlin, ou Stadtschloss, résidence des rois prussiens et empereurs allemands. Les Prussiens en ont fait un symbole de leur volonté de puissance. Sous Guillaume II, l'édifice ne compte pas moins de 1200 pièces. L'empereur a l'habitude d'accueillir ses invités officiels dans la cour intérieure. Ce château était l'endroit parfait. Il offrait un cadre idéal avec ses intérieurs, ses grandes pièces d'apparat et sa salle blanche. Et puis, traditionnellement, c'était le lieu où le monarque et sa famille recevaient les visiteurs officiels. Le mariage de la fille de l'empereur représente un défi majeur pour la cour de Prusse. Il ne reste plus que 3 mois avant la date fatidique, fin mai, et on ne sait toujours pas qui va venir. En qualité de grand maréchal de la cour, le comte August zu Eulenburg est en charge du cérémonial. Il a sous sa responsabilité un bataillon de 650 domestiques, ainsi que les cuisines et l'argenterie du château. Le programme du mariage fait 12 pages. Arrivée des invités le 21 mai. Bien. Qu'on remette ceci au préfet de police, en main propre. Entendu. Et le plus rapidement possible. Le Château Rouge, quartier général du chef de la police berlinoise. Monsieur le préfet de police, le programme des festivités de la part du grand maréchal. Il était temps. Donnez-moi ça.
C'est une lourde tâche qui nous attend, Annick. Il paraît que même le tsar de Russie doit venir à Berlin. Ce n'est pas encore confirmé, mais une chose est sûre, nous aurons besoin de tous les hommes disponibles. Veuillez noter, Annick. Premier point. Suspension de tous les travaux de construction sur les principaux axes pour l'arrivée des invités. C'est noté. Deuxième point. Le déploiement des troupes sur Unter den Linden. Regardez. À la porte de Brandebourg, le 1er régiment de dragons. Bien. Absolument personne ne doit passer. Si jamais quelqu'un arrivait jusqu'aux calèches, ce serait une vraie catastrophe. Évidemment. La police berlinoise était sans nul doute très préoccupée par ce mariage, car presque tous les membres des familles royales européennes devaient y assister, y compris le tsar et le roi d'Angleterre. De toute évidence, c'était une lourde tâche. Au château, les futurs mariés se préparent pour le grand jour. Ernest Auguste, regarde. Eulenburg nous a adressé le programme du mariage. Ah oui, très bien. Pourquoi cet air grave? Qu'y a-t-il? Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit possible. C'est un moment que ma famille a dû attendre pendant un demi-siècle. Le château de Brunswick était la résidence des Welf jusqu'à ce que les Prussiens les enchassent. En tant que gendre de l'empereur, Ernest Auguste va pouvoir retourner dans l'ancienne propriété de sa famille. Ernest Auguste III de Hanovre, duc de Brunswick-Lüneburg. Dis-moi, comment cela sonne-t-il à tes oreilles? C'est presque trop beau pour être vrai. Votre Excellence. Oui, qu'y a-t-il? Puis-je me permettre de vous rappeler la demande du photographe August Fuhrmann? Il s'agit de prises de vue stéréoscopiques. Des photos stéréoscopiques? Et puis quoi encore? Nous avons déjà plusieurs photographes accrédités. Nous avons des gens du cinéma, des journalistes, des dessinateurs. Non. Il s'agit d'une union impériale, pas d'une foire. Des photos stéréoscopiques, ça alors? La stéréoscopie. Il s'agit de prendre deux clichés identiques à partir d'angles légèrement différents pour produire un effet de relief. Le chef d'entreprise berlinois August Fuhrmann exploite ce procédé à des fins commerciales. Partout en Europe, il ouvre des Kaiser-Panoramen ou panoramas impériaux pour montrer au public des images stéréoscopiques. Guillaume II se prête volontiers au jeu. Parallèlement, le cinéma a le vent en poupe. Dans l'Empire, on compte des centaines de salles obscures. Le Kaiser est la première star allemande du grand écran. Il était très doué pour ça. Il s'intéressait beaucoup aux médias et à sa représentation dans les médias. Il aimait qu'on lui montre les dernières innovations techniques. Et il cherchait toujours à voir comment il pouvait tirer profit d'une intervention pour lui-même et pour son image publique. Votre Excellence, que dois-je répondre à ce monsieur Fuhrmann? Au point où cela en est, et puisque c'est à moi de décider, va pour la stéréoscopie. Mais pour la cérémonie, je ne veux aucun photographe dans le château. Le 11e point est particulièrement important. Nous devons absolument savoir si quelque part en Europe il y a un anarchiste qui bouge ne serait-ce que le petit doigt. Entendu. Je vais faire envoyer des dépêches à tous les services secrets. Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm, oui, partout. Vienne... Il faut absolument qu'il contrôle tous les suspects. Le 18 mars, un anarchiste assassine le roi de Grèce. Sur la liste noire, comme le dit Guillaume II, figurent beaucoup des invités au mariage, et en particulier un homme. Pour le tsar, le danger était très concret. Nicolas avait 12 ans lorsque son grand-père a été assassiné, sous les yeux de la foule, dans les rues de Saint-Pétersbourg. Vu les circonstances, on s'attendait à ce qu'il y ait des manifestations d'hostilité, des critiques, voire des violences à l'occasion de cet événement. L'événement est compromis pour une autre raison. Les cousins de Guillaume, le roi Georges et le tsar Nicolas,
n'ont toujours pas répondu à l'invitation au mariage adressée par le comte August zu Eulenburg. Je ne comprends pas. Nous n'avons pas encore l'engagement de Londres et Saint-Pétersbourg? Que peuvent-ils bien manigancer? Ce qui est important demande du temps, Majesté. Ils ne peuvent pas se décommander. Ce sont mes cousins. De quoi aurais-je l'air? Sa Majesté ne doit pas se sentir personnellement visée par cette hésitation. Tout le monde en ce moment est préoccupé par les Balkans. Pendant que l'empereur prépare le mariage, la guerre fait rage dans le sud-est de l'Europe. Grecs, Serbes et Bulgares se battent pour les territoires de l'Empire ottoman en déliquescence. La crise des Balkans menace d'emporter les grandes puissances dans son sillage. La grande question de politique internationale était la question des Balkans en lien avec la désintégration de l'Empire ottoman. Et chaque pays, chaque puissance y avait ses propres intérêts. Préoccupé par le conflit balkanique, Guillaume II convoque un conseil de guerre secret. Ses généraux lui disent que l'armée n'est pas encore prête. Mais le Kaiser ne voit là qu'un atermoiement. Le combat entre les Slaves et les Germains ne peut plus être évité. Il aura lieu, c'est certain. Reste à savoir quand. Selon moi, l'Allemagne, et donc l'empereur, a décidé de faire la guerre dès novembre 1912. La question encore en débat était de savoir quand cette guerre devait éclater. Le tsar Nicolas II et le roi George V hésitent jusqu'au dernier moment à accepter l'invitation au mariage. Leur regard est tourné vers les Balkans et leurs alliés. Ils doivent venir, précisément à cause des Balkans. Je considérerais toute autre décision comme un affront. Une déclaration de guerre. Les relations entre l'empereur et ses deux cousins étaient glaciales. Ces derniers considéraient Guillaume II comme un tyran, une brute, quelqu'un qui était bien trop énergique, qui avait trop tendance à leur taper sur l'épaule et qui exigeait beaucoup trop d'eux. 21 mai 1913, début des festivités du mariage princier. Des milliers de Berlinois veulent voir de près le cortège des têtes couronnées. Tout le centre-ville devient le décor du spectacle nuptial. Seules les personnalités importantes ont accès aux tribunes installées sur l'avenue Unter den Linden. La cour leur a remis des cartons d'invitation pour assister à l'arrivée des invités. Des trains ont été spécialement affrétés, mais les hôtes, eux, ont la peur au ventre. Je n'irai pas par 4 chemins, Iago, je me fais beaucoup de soucis. Si je peux garantir la sécurité de mes invités au château, qu'en est-il des rues de la ville ? Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires, Excellence. Voyez vous-même, les rues autour des gares sont bouclées. Les hôtels aux alentours ont été systématiquement fouillés. 9 individus sont descendus à l'hôtel de la Couronne. Ils prétendent venir de Paris, mais en fait, ils sont russes. Mes hommes sont sur le point de les interpeller. Seulement sur le point ? La police prussienne avait l'impression d'avoir les choses en main. Je ne peux pas imaginer qu'elle ait négligé le moindre détail. Par exemple, à titre de précaution, des étudiants russes ont été arrêtés à Berlin. Nous bénéficions de l'aide de plusieurs agents de la police secrète russe qui accompagnent le tsar. Et croyez-moi, ils connaissent parfaitement leur affaire. Si je comprends bien ce que vous me dites, vous garantissez la sécurité des invités. Garantir ? Non, il est impossible de garantir totalement la sécurité. Même si je mettais un policier à chaque réverbère. Les invités arrivent enfin. Des gardes font une haie d'honneur aux princes qui ont tous un lien de parenté avec les Hohenzollern. Uniformes de parade, fanfares militaires et pas cadencés célèbrent la gloire de la Prusse. Même les deux cousins du Kaiser, le roi d'Angleterre et le tsar de Russie, sont venus. La maison impériale autrichienne est absente, mais elle ne fait pas partie de la famille. Pour Guillaume II, c'est un triomphe. Les 3 monarques les plus puissants de la planète sont réunis dans sa capitale.
Bien sûr, il se sentait dans son élément avec ce grand mariage. C'est comme cela qu'il se voyait dominer l'Europe. Nous gouvernons entre nous, nous les monarques couronnés par Dieu. Toi, Niki, toi, Georgie, et moi, Willy. C'est dans l'ordre des choses. Voilà comment cela doit se passer. Pour symboliser cette alliance, les trois cousins ont même échangé leurs uniformes. On pouvait voir le roi britannique en uniforme prussien et le tsar russe en uniforme britannique. Et manifestement, ça plaisait autant aux invités qu'à la foule massée de chaque côté de la rue. Au passage du convoi, les spectateurs jouent pleinement leur rôle. Ils font signe de la main, agitent des fanions, exultent dès qu'ils voient une calèche d'apparat et réservent leurs vivats les plus chaleureux au couple princier. Je pense que pour le public, c'était vraiment un mariage magique, un spectacle féerique. Les superbes processions royales, les carrosses, les chevaux, les uniformes, la musique, tout était grandiose. Le dîner au château est le point d'orgue de la cérémonie de bienvenue. La présence du tsar et du roi d'Angleterre à la table du Kaiser apparaît comme une promesse politique. On parle d'un gala pour la paix en Europe. Ça avait l'air d'un signe de paix, mais il n'en était rien pour les trois protagonistes. Le monde bruissait des rumeurs d'une guerre depuis de nombreuses années, bien avant cet événement. C'était donc tout le contraire de la paix, même si ça en donnait l'impression. Les 3 jours qui précèdent les noces sont ponctués de fêtes équestres, de réceptions, de parades. Nul signe de rapprochement politique. Les ministres russes et anglais auraient mis en garde leurs souverains respectifs Nicolas II et Georges V. S'il vous plaît, Majesté, soyez sur vos gardes avec l'empereur allemand. Il est tellement imprévisible, tellement impulsif. L'attitude réservée de ses cousins éveille les soupçons de Guillaume. Georges V écrivait tous les soirs dans son journal et à cette occasion, il a noté « Je suis allé voir Nicolas dans sa chambre », donc en privé. Ils se sont assis, comme ils l'avaient fait si souvent par le passé, et ont parlé de choses et d'autres, d'amitié et d'alliance entre les pays. Puis Georges a ajouté qu'il était presque impossible d'échapper à Guillaume, parce qu'il écoutait tout le temps aux portes. Il était plein de méfiance. Guillaume voulait s'imposer, parvenir à ses fins. Voilà les 3 grands monarques réunis. C'est nous qui faisons l'Europe. Et les 2 autres ont cherché à se défiler. Je suis un homme de paix, mais je dois armer mon pays pour pouvoir écraser celui qui osera m'attaquer. Il était très impétueux. Il n'était peut-être pas suffisamment stable au fond de lui. Il passait d'un extrême à l'autre. Par exemple, il aimait l'Angleterre et l'instant d'après, il la détestait. On ne savait jamais sur quel pied danser avec lui. La pression politique n'épargne pas les fiancés. Mais que t'arrive-t-il? Des larmes en une pareille journée? Alors que toute la ville est en fête? Je reçois des conseils de toutes parts et chacun me donne son avis. Ils savent tous mieux que moi ce que je dois faire, je ne suis pas à la hauteur. Ah, si, bientôt tout sera terminé et nous pourrons être tranquilles. Il n'y aura plus personne pour se mêler de notre mariage. Nous pourrons vivre notre propre vie. Mais d'ici là, profitons de la fête. Le jour des noces approche. Le programme des festivités est chargé et le personnel s'active. À la cour impériale, la tension monte d'heure en heure. Votre Majesté. Monsieur le préfet de police, que faites-vous ici? Vous n'avez pas été annoncé. Votre Majesté, le tsar a disparu. Le tsar? Disparu? Êtes-vous devenu fou?
Vous rendez-vous compte? Je n'ai pas d'explication. Il n'est ni au château, ni à l'hôtel. En revanche, Slavek, semble-t-il, était vu en ville. Slavek? Tenez, Majesté, de la police de Saint-Pétersbourg. « 25 tireurs d'élite sous le commandement du révolutionnaire Slavek projettent de commettre un attentat contre l'empereur de Russie. » Dans le climat qui régnait en 1913, un attentat contre un souverain régnant représentait une catastrophe qui pouvait déclencher une crise européenne. Un attentat à Berlin, visant le tsar. Vous savez ce que cela signifie? Les Russes ne me le pardonneront pas. Ce sera la guerre. Je pense que ça aurait été un désastre total s'il y avait eu un attentat contre le tsar à Berlin. C'est pourquoi il a toujours été entouré d'agents secrets et de soldats. Alors le fait qu'il s'éclipse quelques heures sans prévenir personne, ça a provoqué la panique générale. Personne ne savait où il était. Mon père, qui se sentait responsable du tsar, était horrifié. La police était dans tous ses états. Le tsar a disparu quelque part dans Berlin. La cour impériale retient son souffle. L'explication est terriblement banale. Le tsar a fait une balade en automobile avec le frère de Guillaume. Le tsar est revenu sain et sauf. C'est votre frère, le prince Henri, qui l'avait emmené faire un tour en automobile. Trouvez-vous cela normal, Yago? Le tsar fait tranquillement un tour dans Berlin pendant que les anarchistes grouillent dans la ville. Majesté. Ne m'interrompez pas! Je vous ordonne de secouer vos troupes. Encore un impair de ce genre et vous vous retrouverez à la circulation. Vous pouvez disposer. Le 24 mai 1913, Berlin est le lieu de rendez-vous de tout le Gotha européen. Le 24 mai était le jour de mon mariage. Toutes mes peines, tous mes doutes avaient disparu comme par enchantement. Nous apposions nos signatures quand surgit au-dessus du château le dirigeable Hansa, d'où l'on jeta un bouquet de fleurs en guise de félicitations. Sous la coupole du château, Victoria Louise et Ernest Auguste échangent leur consentement. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres de la coupole. Nous marchâmes vers l'autel qui était orné de roses et d'œillets. Le pasteur prononça des mots graves et dignes. Pour le final, le cortège pénètre au cœur de la maison Hohenzollern. La salle blanche du château de Berlin avait été le théâtre d'une grande cérémonie. C'est là qu'à 29 ans, Guillaume II était monté sur l'estrade et avait déclaré « Désormais, je suis votre roi et empereur ». Ça s'était passé dans cette salle. À présent, la salle blanche accueille une vieille tradition prussienne, la danse au flambeau. La danse au flambeau est un rituel qui existait déjà dans l'Antiquité et au Moyen Âge. On peut dire que c'est une sorte de basse danse. Des pas de danse et des sonorités sortis tout droit du bas Moyen-Âge. Il n'y a qu'à la cour de Prusse qu'une telle coutume puisse encore se pratiquer en ce début du XXe siècle. Sissi, la mariée, danse d'abord avec son père en traversant toute la salle. Puis elle fait la même chose avec ses oncles, Georges et Nicolas, qui sont respectivement rois et tsars. Le tout dure environ 1 heure. C'était un spectacle peu banal que de voir danser les souverains des 2 États les plus puissants du monde et au milieu la fille de l'empereur allemand.
Je dirais qu'avec son cérémonial, cette fête donnée à la cour de Berlin était comme un retour au XVIIIe siècle. La danse au flambeau vient clore 4 jours de festivités. Le couple royal anglais et le tsar russe sont enchantés de leur séjour à Berlin. Le Kaiser s'en frotte les mains. Quelques jours plus tard, à Londres, on signe un traité de paix pour mettre fin à la guerre des Balkans. Guillaume s'érige en pacificateur. D'un point de vue politique, la réunion s'est déroulée à merveille. Entre le roi, le tsar et moi-même, l'entente a été parfaite. Je pense que l'expression « théâtre d'illusions » convient assez bien ici. C'était une véritable mise en scène. Pour autant, Guillaume était un père fier et sincèrement heureux pour sa fille. Et il ne s'arrête pas là. Peu de temps après, Guillaume II fête le jubilé de ses 25 ans de règne. À l'automne, le couple princier célèbre un autre grand événement, le retour tant attendu au château de Brunswick. Un vrai cortège triomphal, même si le jeune duc a bien du mal à y croire. Ernest Auguste m'a dit, si, je me demande simplement jusqu'à quand nous pourrons rester ici. À l'été 1914, un terroriste serbe assassine l'héritier du trône autrichien à Sarajevo. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. C'est la catastrophe que tout le monde redoutait. À Berlin, l'empereur ne fait rien pour l'empêcher. Il assure les Autrichiens de sa loyauté. Pour votre majesté, des télégrammes en provenance de Saint-Pétersbourg et de Londres. Le tsar Nicolas écrit à son cher Guillaume qu'il se voit obligé de faire la guerre. Qui aurait pu croire que le tsar se rangerait du côté des régicides au risque de déclencher une guerre? L'empereur se sent aussi trahi par son cousin anglais, George. Il avait espéré que les Britanniques resteraient neutres. Or, ceux-ci soutiennent leurs alliés. Désormais, l'Angleterre porte seule la responsabilité de la guerre et de la paix. Jusqu'ici, il a toujours plastronné et fait de grands discours. Et tout à coup, il prend conscience qu'il y aura vraiment une guerre, même si son armée s'y prépare depuis longtemps. Donc il perd contenance. Il se dit « Mon Dieu, que va-t-il se passer? Comment mes cousins peuvent-ils me faire ça ?» Les cousins deviennent des ennemis. Rétrospectivement, le Kaiser pense qu'ils sont venus au mariage pour comploter contre lui. Il se pose en victime. À Berlin, ils ont pris les derniers arrangements pour attaquer l'Allemagne. L'histoire ne connaît pas pire infamie. Ils subiront le châtiment de Dieu. Durant la guerre, il a considéré rétrospectivement que c'est à ce moment-là que la Russie et l'Angleterre se sont liguées contre lui. Dans toute l'Europe, des millions de soldats sont mobilisés. Allemands, Autrichiens, Britanniques, Russes, Français et Italiens partent au combat. À Berlin, l'empereur apparaît devant son peuple. Une fois encore, la salle blanche joue un rôle historique important. C'est là que le 4 août 1914, Guillaume rassemble les députés du Reichstag et qu'il leur dit « Je ne connais plus de parti, je ne connais que des Allemands ». Par ces mots, Guillaume II se proclame chef de guerre. Ce sera son dernier rôle.
Le conflit de 14-18 marque la fin d'une époque. Le monde des élites royales, des dîners de gala et des uniformes d'apparat vole en éclats dans le tourbillon de la première grande guerre moderne. Face aux millions de morts, les rituels d'autrefois apparaissent comme de cyniques mascarades. 3 ans plus tard, une vague de révolution déferle sur l'Europe. Les peuples prennent les palais d'assaut. En Russie, le tsar Nicolas perd d'abord le pouvoir, puis la vie. En juillet 1918, toute la famille régnante est assassinée. C'est la fin de la dynastie des Romanov. En Allemagne, dans le sillage de la défaite, des insurgés envahissent les rues de la capitale. Fin 1918, ils marchent sur le château de Berlin. Pour la monarchie allemande, le rideau tombe. L'empereur s'est réfugié aux Pays-Bas la veille de l'armistice. À la fin de la guerre, Nicolas était mort, Guillaume en exil, et le seul à en sortir vainqueur était Georges. George V conserve son trône. Il y a longtemps que la monarchie britannique partage le pouvoir avec le peuple. Ernest Auguste doit s'exiler en Autriche avec Victoria Louise. Ce n'est que 15 ans plus tard que le couple reviendra en Allemagne. Reste le souvenir d'un théâtre d'illusions grandiose. Le mariage royal organisé en 1913 à Berlin n'aurait rien pu changer. La machine de guerre était déjà en marche. Le protagoniste de cette grande mise en scène espère en vain que le peuple le rappellera à Berlin. Jusqu'à la fin, Guillaume de Prusse gardera la pose. Le château de Berlin, théâtre du dernier mariage princier allemand, sera rasé après la Seconde Guerre mondiale.